Ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est comment tu en es arrivé, dans ton parcours finalement à passer de designer comme la plupart seront dans la salle, à, quelqu'un qui aujourd'hui tient un discours différent, rentre dans le tchan de Rémi et se pose des questions en fait, si tu veux, sur l'impact qu'elle peut générer. Donc c'est plus ça sur ton parcours, c'est qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que tu as des accidents de carrière qui t'ont amené, je veux dire, au sujet qui nous intéresse aujourd'hui? Ouais. OK et ben, écoute, d'accord, donc mon parcours, et comment je suis arrivée à passer de designer que je considérais invisible, non respecté, non écouté, à, alors stratège de la croissance, j'aime pas trop ça, hein, mais on va dire designer, écouté tout simplement et considéré et payé à sa juste valeur et qu'on rappelle sur l'émission parce qu'on voit vraiment l'intérêt de son taf. Comment je suis arrivée à tout ça? Gros chemin. Donc mon parcours, en gros, moi j'ai commencé en 2008 dans le digital, dans la gestion de projet digital. Hem et je me suis rapidement rendu compte que les sites internet ou les intranets sur lesquels je travaillais, quand ils sortaient, ben, les utilisateurs avaient du mal à les utiliser et c'est là que j'ai percuté qu'en fait, il y avait un problème dans la conception même. Moi, je m'occupais de former les gens, enfin, je faisais du tout, hein, de A à Z et quand je formais les gens, bah, ils me regardaient avec des gros yeux en mode: «Pourquoi vous avez fait ça comme ça? C'est hyper compliqué, puis il manque telle et telle chose», et puis moi, j'avais fait un manuel utilisateur, j'étais très fière, hein, avec plein de flèches pour dire: «Voilà, cliquez là, puis là, puis là, puis là» et tout. Et ils m'ont dit: «Mais on va jamais lire ça, on n'a pas le temps». Je me souviens de salariés notamment, dans une boîte à Strasbourg, une grosse boîte, une filiale d'EDF. Et donc là, je percute et je commence à m'intéresser à l'ergonomie, la conception centrée utilisateur, parce qu'à l'époque, ça on parlait pas trop du UX design. En tout cas, dans les bouquins français, voilà, c'était plus, design, non, c'était quoi? Ergonomie des interfaces, heu et donc de fil en aiguille, je m'intéresse enfin, je découvre le domaine du design d'expérience utilisateur, notamment avec la sortie du livre de Karine Lallemand et Guillaume Grenier, là, «30 méthodes de design UX». Et là, c'est la révélation. Je me dis: «Waouh, c'est trop bien, c'est ça que je veux faire». Heu et du coup, voilà, je réoriente ma carrière là-dessus. Donc à ce moment-là, bon, je suis passée par un burn-out en 2014 et je reprends mes études en e-marketing. Mais du coup, les matières, ça ne me correspond pas. Je finis dernière de la promo, mais mon mémoire, je le fais sur l'expérience utilisateur des étudiants, avec les outils de l'université. Et donc, ça va être un peu mes premiers pas, là-dedans. Même si j'avais dans mon expérience précédente, j'avais expérimenté la méthode du tri de cartes sur, le projet de refonte du site internet de l'université de Strasbourg. D'ailleurs, je suis assez fière parce que la structure du menu de navigation principale est restée d'année en année la même suite à cet exercice. Donc bon, ma petite ma petite touche, tu vois, elle était là. Hem Et donc, de là, je fais mon mémoire, machin et après, je suis partie à Nice. Donc là, j'ai encore fait un autre master, cette fois-ci en design d'expérience utilisateur. Enfin, ça s'appelait pas comme ça s'appelait, ergonomie non, sociologie et ergonomie des technologies numériques. Mais bon, c'est même, voilà, même résultat à la fin. Et je fais mon stage dans une grosse boîte à Sofia et ça se passe super mal. Enfin, ça commence bien parce que, comment dire? On me laisse mettre en place des méthodos. Moi, je voulais mettre en place toutes les méthodes possibles. J'étais hyper idéaliste et donc on me laisse faire ça et au bout d'un moment, je sens que l'équipe, elle décroche, en fait. Que l'équipe, elle a d'autres priorités, c'est de sortir le produit, que les dirigeants, m'écoutent pas. Le directeur, de l'innovation de l'époque là, il me considère il me dit même pas bonjour parfois, tu vois? C'est genre: «Marie, c'est une stagiaire et je sais même pas ce qu'elle fait, en fait». Et je me dis: «Mais comment c'est possible que je fasse un truc aussi important et qu'on me regarde pas et je suis pas invitée aux réunions importantes et tout?» Donc je me dis: «OK, je vais me mettre à mon compte. Vous voulez pas me garder?» Parce qu'en plus, j'avais une autre stagiaire qui, elle, était plus designer d'interface, graphique et qui, elle, a été prolongée après son stage. Donc bon, j'avais un peu, si tu veux, j'avais un peu les boules, quoi.
Mais je me dis: «Je vais vous prouver que je vais me mettre à mon compte et je vais réussir à mettre en place la démarche UX chez mes clients». Et donc je me lance et là, bon, je m'attends pas à toutes ces difficultés franchement, mais au début, j'ai des clients, alors je sais même pas comment c'est possible. Je pense que c'est parce que j'avais beaucoup parlé sur LinkedIn. J'aime bien documenter et puis dire ce que je pense sur LinkedIn. Du coup, il y a des personnes qui sont venues, me voir pour de l'UX et je pense qu'à l'époque, c'était un peu la mode. Il faut faire de l'UX, mais on savait pas, enfin, c'était pas clair vraiment le pourquoi il fallait le faire. J'ai l'impression que c'était plus un effet de mode, tu vois? Hem Et l'émission se passe pas bien. Forcément, je suis en fait, junior. Je m'en suis peut-être pas rendu compte. Ça, c'est en 2018, hein. 2019, je suis encore avec mon bouquin que j'emmène dans mes prestations en mode, je regarde quelle méthode je vais utiliser. Je sais même pas bien comment l'utiliser, du coup, je regarde comment il faut l'utiliser et tout. Ça fait pas pro, horrible. Et puis en plus comment dire? Les équipes et le commanditaire, voient vite que comment je pourrais expliquer? Voient pas l'intérêt de faire tout ça, quoi. Ça prend trop de temps, les recherches terrain, les entretiens, le PO qui marche sur mes plates-bandes et qui dit: «Non, mais je vais faire moi-même les entretiens». Heu, j'ai du mal à trouver ma place là-dedans, quoi. Et puis à la fin, je finis par être dégagée. Et encore une fois, une designer d'interface graphique, très à l'aise sur Figma, qui fait des belles maquettes et tout, qui elle est prise, dans l'équipe. Donc très dur, très dur. Donc ça, c'est 2019, donc ça continue là. Et en 2021, donc entre-temps, j'expérimente pas mal des choses pour mieux cadrer, parce que j'ai bien compris que les gens, ils veulent des trucs rapides et efficaces. Donc je me dis: «Le design sprint, ça a l'air parfait». Au moins en 4 jours ou en 5 jours selon la version que tu prends, ben, j'aurai un truc à livrer, quoi. Ça va plus prendre des mois et des mois comme je faisais avant, mes enquêtes terrain et tout, ma user research. Donc je vais à fond là-dedans et puis je me rends compte encore une fois des limites de ça. Heu et donc j'adapte le truc, je me dis: «Bon alors, sur 4 jours, c'est très intensif pour les équipes», en tout cas en France, je vois que les gens ils sont bon, c'est fatigant, et puis même la plus-value du truc est pas bien perçue, tu vois? Même sortir avec des tests utilisateurs à la fin et des retours, c'est les gens finissaient en mode: «And so what?» quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et puis souvent, ils partaient en disant: «Bon, bah, merci Marie, tu nous as bien aidés, maintenant on se débrouille tout seul». Alors que moi, j'étais là: «Mais non, on vient juste de commencer, en fait». Enfin, donc bref, encore une fois, je sais pas, un décalage, quoi, entre ce que je voulais faire moi et ce qui était attendu. Et là, je me blesse à l'épaule. Donc grosse blessure à l'épaule, opération. Et je fais une capsulite derrière. C'est une forme d'algodystrophie. J'ai eu des douleurs terribles. En fait, ça fait hyper mal. Tu rien pour te soulager. Et donc, je prends jusqu'à 6 Codoliprane par jour avec de la codéine, hein. Donc je suis tellement shootée, j'ai tellement mal que je peux plus rien faire. Et ça va durer 6 mois. Et je vais encore avoir beaucoup de rééducation. Donc pendant, on va dire 1 an, j'ai vraiment mis mon activité, en pause. Parce que même faire, je sais pas, rien que les courses ou la vaisselle ou même, me doucher, c'était devenu un calvaire. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. Non, mais c'est vrai ce temps que parfois on me dit: «Ah mais, c'est vrai que nous on a le nez dans le guidon», et en fait moi j'ai eu le temps de, revoir ma copie, de me remettre complètement en question et de me dire: «Mais pourquoi ça marche pas?» Hem, Pourquoi est-ce que moi je veux faire de la recherche utilisateur, mais les gens en face, ça les intéresse pas? C'est quoi qui cloche dans mon discours? Pourquoi quand je présente mon métier, quand on me dit dans mon club, de tennis: «Ah, et toi Marie, tu travailles dans quoi?» Pourquoi je suis incapable de répondre, sans avoir la boule au ventre, et puis, quand je réponds un truc, les gens ils me regardent en mode:
c'est quoi ton truc? Enfin, et puis on passe à autre chose et il ne s'intéresse pas à mon métier, tu vois? Alors que moi, mon rêve, c'était qu'ils me disent, «Ah mais c'est trop bien ce que tu fais, d'ailleurs j'ai un copain entrepreneur, il va sortir une application, enfin, il faudrait que tu l'aides et tout», et on me disait jamais ça, quoi. Donc je me dis, «Ça suffit, il faut qu'on comprenne ce que je fais». Il faut même que mon père comprenne ce que je fais parce que lui, il est chirurgien urologue, OK? Ça n'a rien à voir, il ne connaît pas ces métiers-là et lui, il comprend pas ce que fait sa fille et ça, c'est pas normal. Mais si j'arrive à le convaincre lui, tout le monde va comprendre. Donc ça devient mon défi qu'il arrête de dire: «Bah, ma fille, elle est dans l'informatique et c'est tout, en fait». Mais je comprendrai plus tard que effectivement, je suis dans l'informatique, qu'il avait pas tort, mais qu'il fallait juste rajouter un truc en plus derrière, sur la conception des applications, en fait. Donc voilà, donc je relis tous les bouquins, bon, notamment celui de Karine Lallemand et Guillaume Grenier, les UX, tout ça, en cherchant, dans ma lecture, hein, en cherchant les mots qui pourraient convaincre tous les dirigeants que j'ai eus au-dessus de moi et qui m'écoutaient pas. Tu vois, j'ai repensé à tous les clients que j'ai eus et qui m'ont dit: «Non, mais finalement Marie, elle nous sert à rien» et tout. Je me suis dit: «OK, si eux, ils lisent ça, à quel endroit ils vont s'arrêter et dire: "Ça là, ça a de la valeur pour nous"?» Et du coup, j'ai trouvé un passage dans le bouquin qui a été vraiment une révélation, tu vois? Bon, il faudrait que je retrouve exactement, mais là je l'ai pas. Mais en gros, ça dit que, comment je peux expliquer ça simplement? Que tu as le point de vue du designer et le point de vue de l'utilisateur et que, le designer fait des choix de conception, mais il n'est pas sûr d'avoir les répercussions attendues. C'est-à-dire qu'il fait des choix de fonctionnalité, de visuel, de présentation, de contenu. Mais comment ça va être perçu par l'utilisateur, ça, on ne sait pas. Et c'est le but du design UX d'enlever ce décalage, en fait, comment je pourrais dire, de synchroniser le truc pour que les gens perçoivent le produit de la manière souhaitée, que les utilisateurs apprécient et perçoivent le produit de la manière souhaitée. Et là, quand je lis ça, je fais: «Alors là, par contre, ça, un dirigeant de boîte ou un chef de produit devrait se dire: "Ça, par contre, c'est très important"». Parce que quand on lance le truc, mais non, quand on lance le truc sur le marché, les gens ne perçoivent pas le truc de la manière souhaitée et du coup, ils l'utilisent pas et du coup, on a des mauvais résultats et on doit redévelopper et ça coûte cher et on finit par mettre la clé sous la porte quand ça se passe mal. Et là, je me dis: «Oh putain, je tiens un truc». C'est ça, en fait, mon boulot. C'est comme ça que je dois le présenter. Je dois présenter le fait que j'aide les équipes produits à bien concevoir le produit pour que, quand il sort, les gens l'adoptent, l'utilisent, l'apprécient, le recommandent, achètent les fonctionnalités payantes s'il y en a. Tu vois, je percute ça et de fil en aiguille, je vais encore comprendre à plusieurs années plus tard qu'en fait, il faut carrément que je trouve les métriques qui correspondent à ça. Donc, par exemple, taux de rétention des utilisateurs, nombre d'utilisateurs actifs. En fait, les KPI liés à l'usage du produit. Voilà. C'était d'une évidence, mais je n'ai pas su le voir. Non, mais c'est ça. En fait, simplement, mon métier, c'est d'aider les boîtes à faire bouger ces KPI liés à l'usage du produit, qu'elles ont du mal à faire bouger elles toutes seules. Alors, parfois, elles y arrivent, hein, je ne dis pas le contraire. Mais quand elles n'y arrivent pas, c'est là que toute mon expertise prend son sens. Voilà. Et quand je voyais justement des gens venir à moi, par exemple une entrepreneuse qui me disait: «Ça fait 6 mois que j'ai lancé mon appli, on a plein de téléchargements, mais on a peu d'utilisateurs dessus. On a eu beau faire des modifs avec le dev, V1, V2, V3, machin, toujours pareil». Là, en fait, elle a dit: «J'ai besoin d'une expertise parce que j'ai pas les résultats attendus et l'expertise, c'est UX designer».
Voilà. Elle avait compris. Bon, le jour où je l'aide, cette fille, moi-même, j'ai pas compris. J'ai pas encore compris, mais maintenant, avec le recul, je l'ai compris. Si je devais refaire la mission avec elle, je saurais exactement quoi faire maintenant. Voilà, à l'époque, je patauge encore, donc voilà. En fait, pour résumer, j'ai compris tard ce qu'était vraiment mon métier et comment je devais le présenter à des boîtes pour que ça les intéresse, qu'elles m'écoutent, qu'elles me payent aussi. Parce qu'après cette blessure, quand j'ai dû relancer mon activité et repartir de zéro quasiment, ça a été extrêmement dur de trouver des clients. J'en avais zéro. Donc là, je me suis faite accompagner par une coach business. Et elle, alors, elle m'a ouvert les yeux aussi sur le monde de la vente que je ne connaissais pas du tout. Le problème des formations de design, c'est qu'elles nous apprennent pas du tout à nous vendre. Elles nous apprennent à être des bons experts de notre métier, maîtriser les méthodes, le process et tout le tralala. Mais on ne sait pas vendre le truc, tu vois. Et ça, c'est quand même c'est hyper problématique, quoi, pour trouver du boulot, que ce soit en salarié ou en freelance, hein, d'ailleurs. Bon, en freelance, c'est quand même vachement dur. Parce que il faut trouver comment faire signer le client. Donc, il faut qu'il perçoive une vraie valeur. Autant quand tu es en salarié, bon, tu peux un petit peu broder à gauche, à droite, ça va. Et là, quand le gars, il doit signer un devis, il ne signe pas le devis si il n'est pas sûr que ça va lui apporter de l'argent, quoi. D'ailleurs, cette phrase est très importante et mon père m'a dit récemment, Marie, tu as enfin compris que tu devais faire gagner de l'argent aux entreprises. Waouh, il m'a balancé ça comme une bombe, tu sais. Enfin, moi, je l'ai pris comme une bombe. J'ai fait, oh, mais c'est vrai, en fait, c'était aussi simple que ça, mais c'est tellement ça. Et moi, je présentais mon métier comme, avant, je disais, j'améliore la vie des utilisateurs. On rigole maintenant. Mon métier, c'est d'améliorer la vie des utilisateurs. Mais qui achète ça? Personne. Et moi, j'étais fière de dire ça. Mais enfin, ça peut parler qu'à des designers idéalistes comme moi, romantiques. Donc bon, bref. Forcément, sur LinkedIn, je faisais un carton, mais auprès de designers qui se présentaient aussi comme ça et qui galéraient comme moi à trouver du boulot. Bon, bref. Mais en fait, ce qui est intéressant quand même, c'est que j'ai pas laissé tomber ça, parce que tu parlais de retourner sa veste. J'améliore toujours la vie des utilisateurs, mais je le fais au service d'un objectif business. Tu vois, en fait, c'est plus j'aide les boîtes à faire en sorte que leur produit soit un succès commercial, enfin que les gens l'utilisent, etc., qu'il y ait un bon taux de rétention, par exemple, mais je le fais en utilisant des méthodes centrées utilisateurs et donc en améliorant la vie des utilisateurs. Donc en fait, c'est l'un au service de l'autre et ça, c'est miracle. Enfin, donc voilà, et ça, j'ai réalisé ça récemment. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé la pièce du puzzle qui manquait, tu vois. J'ai l'impression d'avoir, comment on pourrait dire, percé le mystère de l'UX design. Voilà. Bon, le problème, c'est que là, j'ai répondu à une seule question. Non, en fait, tu as répondu à toutes les questions et franchement, tu devrais penser à faire un stand-up. J'ai ri. Écoute, non, c'est parfait parce que j'ai vraiment la matière vivante que je veux leur partager. C'est-à-dire que les autres sont très bons aussi, mais pas du tout. Là, en fait, tu veux, des fois, tu formules le truc, c'est génial parce qu'en fait, ça a l'air tellement idiot dans la manière dont tu le racontes. Tu dis, et d'un seul coup, boum, et là, j'ai percé le mystère. Et ça va être génial en montage alterné. Ouais, Non, je pense que tu as répondu en vérité à tout, c'est-à-dire quels sont les trucs, si tu veux, qui t'ont provoqué des situations improbables. En fait, tu as répondu à chacune de mes questions, mais dans un espèce de fil narratif continu qui va être très dur à découper parce que je vais devoir faire des choix. Mais ouais, franchement, c'est très bon parce que c'est ultra vivant et je te remercie. ouais. Bah ouais, je suis contente d'avoir partagé ça avec toi et puis que ce soit enregistré parce que comme ça, on pourra le réutiliser. Non, mais parce que non, mais en vrai, je pense que ça peut servir à plein de monde. Enfin, je veux dire, j'ai tellement souffert, ça a duré tellement longtemps. Pendant tellement longtemps, je me suis heurtée à un mur comme ça. En fait, j'ai l'impression que j'étais dans un enclos comme ça, enfermé, et je me cognais la tête contre le mur, tu vois, bam, bam, bam. Et d'un coup, là, j'ai trouvé la clé de la porte, et j'ai ouverte, et j'ai fait, waouh, alléluia, j'ai trouvé la sortie.
Non, vraiment, c'est la sensation que ça me donne. C'est génial parce qu'en plus, tu sais, quand tu parles du fait que tu as, tout ton parcours, moi je l'ai vu sur LinkedIn. C'est-à-dire le fait Ouais, qu'en effet, tu étais quelqu'un d'aussi influente, ouais, et en effet complètement optimiste, comme moi, hein. C'est-à-dire, je veux dire, tu es pas la seule, loin de là. Cette naïveté, qu'on avait, à l'égard de la défense de l'utilisateur en oubliant complètement alors moi je viens de la pub, hein. Quand je suis arrivé chez France Télévisions, ils m'ont quand même dit moi je leur ai dit: «Mais OK, mais c'est excusez-moi, mais en fait on travaille pour des télés connectées». Elles sont, connectables. C'est-à-dire qu'on n'a aucune garantie que les gens soient connectés déjà. Il y en a 10 000 des Samsung, 2019. Il y avait pas encore iOS, Android sur les télés, tu vois? Et on n'est même pas sûr qu'en fait les gens, ils vont l'utiliser le service. Et ils me disaient: «Ah non, mais alors attends, rassure-toi, on n'est pas ici pour gagner de l'argent, mais pour en dépenser, le service public». Et là ouais. je me dis: «Waouh, mais quelle horreur!» tu vois? Donc je venais de la pub où en fait, Ouais. un sou est un sou, tu vois? Bon. Mmh mh. Donc, tout ça pour dire, en effet, du coup, moi, comme toi, je me suis engagé dans ce truc de, on est le chevalier blanc au service de l'utilisateur et cetera. Tu l'as tellement bien formulé quand tu dis: «Et d'un seul coup, je découvre», tu vois? Et mon père m'a dit: «Mais en fait, tu étais là pour faire gagner de l'argent». C'est super, j'ai vraiment des extraits qui vont être tellement fun, je Ouais. pense que les gens vont se marrer, en fait et ça, c'est génial. Bon, Que bah, le tant meilleur mieux. moyen de passer le message, c'est d'abord merci pour ton humilité et ton autodérision. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, c'est ridicule. Mmh. Mais je pense qu'en fait, c'est pas nous qui sommes ridicules, c'est le marché, comme tu l'as dit, qui nous a envoyés sur un côté très, c'est la mode de l'UX et donc nous, on est arrivés avec notre étendard. Les gens étaient prêts à payer des armées de gens pour faire ce qu'on faisait. Mmh. Donc, là, ce qu'il y a, c'est qu'on est en pleine période où la prise de conscience, elle est nécessaire. En plus, toi, tu as le courage, l'audace d'être en freelance, ce qui donc du coup, pardonne pas, quoi. En fait, Ouais. D'ailleurs, je dis souvent que j'ai l'impression que je suis passée du tu sais, du dauphin à Marineland qui fait son petit spectacle et qui est payé, nourri, logé et tout et qu'on m'a lâchée dans l'océan là, d'un coup. Tu vois, quand je suis passée en freelance, c'est non mais que je dois survivre d'un coup dans l'océan et là, c'est plus la même truc quoi. Non, plus la même histoire. et ce malgré ta réputation, tu pour ceux qui n'ont pas de réputation, parce que toi, tu avais vraiment une très bonne réputation. Moi, je te suis, je te dis depuis longtemps et j'aime beaucoup la relecture finalement de ton parcours parce que pour moi, tu étais quelqu'un d'emblématique, qui, pouvait faire la leçon aux autres et le fait que tu parles avec autant d'humilité sur, bah, en fait, les gars, c'était franchement pas Hollywood, j'adore, tu vois? J'adore, Ouais. c'est vraiment magique. Bah, ouais, en fait, j'ai enfin, j peut-être c'est le recul maintenant ou j'en sais rien, l'âge, j'ai 37 ans. Mais peut-être qu'avant, j'osais pas dire toutes ces galères, en fait. Parce que si tu commences à raconter ça, comment tu peux trouver des clients? Enfin, c'est hyper dur à assumer en réalité. Mais après avec le recul, je me dis aussi que c'est un enfin, pour ma défense, c'est un métier jeune, enfin pour notre défense. C'est un métier, qu'on qualifie d'adolescent. Tu vois, c'est pas comme, je sais pas, boulanger ou infirmier ou enfin, un truc, serrurier. Bon, on sait Un truc exactement, en yé, quoi. ouais, non, mais ils savent exactement c'est quoi la plus-value, pourquoi on achète leur service. Enfin, il y a pas de sujet, quoi. Alors que nous, franchement, il y a pas de bouquin qui dit ça clairement. Moi, j'aurais aimé que dans les bouquins que j'ai lus, là, sur l'UX design, qu'on dise clairement, «C'est ça ta plus-value, c'est comme ça que tu dois présenter ton métier», heu d'ailleurs, là, en ce moment, je mentor des designers et je leur explique que quand on vient vers eux, avec une demande, donc tu vois, quand il y a un commanditaire qui leur dit, «Je recrute un designer pour une refonte ou pour, sortir un MVP, cet été» ou des trucs comme ça, je leur dis, «Demandez exactement qu'est-ce qui signifiera la réussite de mon intervention. Factuellement, objectivement, de façon chiffrée en fait, hein, quel est l'indicateur qui vous montrera que j'ai réussi? Et ça, bah, ça permet de justement toucher du doigt, le KPI, qui importe pour la hiérarchie. Donc je sais pas, typiquement, on a un taux de rétention très faible, «Ah oui, aujourd'hui, il est à combien?» «Bah, qu'il est qu'à 20 «Ah et vous aimeriez avoir combien?» «Bah, idéalement, ce serait mieux, je sais pas, 50 ou 60 «D'accord. D'ici combien de temps?» «Ben, idéalement, je sais pas, dans 6 mois». OK, eh bien, je peux vous aider à faire ça, parce que c'est dans mes capacités de designer UX, et je l'ai déjà fait d'ailleurs pour un tel, un tel, un tel. Enfin, voilà, si tu l'as déjà fait, en plus, tu es encore plus légitime, tu vois, à proposer, ton expertise là-dessus, quoi.
mais vraiment borner les missions et pas se laisser, se laisser driver par des mauvais objectifs, des objectifs que j'appelle des objectifs d'output au lieu d'avoir des objectifs d'outcome. Output, c'est des livrables, c'est s'engager sur des maquettes, c'est s'engager sur des tests utilisateurs, des restitutions d'ateliers, des design sprints, même une refonte. C'est pas clair comme objectif. Ça ne peut pas être des objectifs, ça. Il faut que ce soit des objectifs mesurables, smart, hein, comme on disait à l'époque. Et d'ailleurs, c'est toujours d'actualité, ces objectifs smart. Donc, je leur dis, demandez bien à votre client où est-ce qu'il en est aujourd'hui et comment on mesure les répercussions aujourd'hui de façon chiffrée. Tu vois, par exemple, si le gars il te dit, je suis en galère, on a peu d'utilisateurs, ok, combien vous en avez et chiffrer le combien on veut atteindre. Et s'il n'y a pas de produit, parce que ça on me dit, oui, mais si on n'a pas de produit, comment on fait? Eh bien, juste, on demande quel objectif on veut atteindre. MVP cet été, d'accord, mais MVP, qu'est-ce qui prouvera la réussite de ce MVP? Toujours la même question. Ah bah c'est si on a 80% d'utilisation de la fonctionnalité clé. Ah d'accord. Dans ce cas, on prend ça comme ref et ma mission, c'est ça, et vous me payez que pour ça. Et après, je fais ma tambouille pour vous amener à l'atteinte à l'objectif. Bref, j'arrête de parler parce que... Je suis pas étonné de ta popularité, maintenant tout s'explique. Merci beaucoup pour ton temps, je vais pas te solliciter davantage, j'ai franchement largement ce que j'avais besoin. Il faut absolument qu'on se rencontre parce que tu es trop marrante. Ouais, écoute, Je sais pas comment, mais je vais découper dans ce que tu as dit. Il y a 2-3 moments vraiment qui sont fabuleux, ouais, qui vont adorer. J'espère réussir à conserver ce côté, très drôle et très, décomplexé, au fond, c'est la meilleure aide. C'est-à-dire que, je pense qu'il y a une grosse notion de complexe. Il y a un paradoxe, en fait, chez les designers, c'est qu'à la fois, ils sont très experts sur ce qu'ils font et à la fois, ils ont bien conscience que, c'est pas par hasard qu'il y a des PM qui sont PM. En vérité, ils sortent tous d'écoles de commerce. On leur a appris, en fait, à être sûrs d'eux, à savoir parler business, et tout ça, en fait, si tu veux, il y a une espèce de, manque à gagner, qu'ils subissent. Le fait d'entendre des gens, de divers horizons, comme on aura là, et des gens comme toi, si tu veux, qui le prennent avec tant de recul et d'humour, c'est génial. ouais. Mais franchement, vaut mieux en rire parce que franchement, là, c'est tellement. Mais après, quand j'étais dedans, c'était dur d'en rire. Mais maintenant que j'ai percé le mystère, oui. Maintenant que j'ai ouvert la porte et que je vois la lumière, le ciel bleu, le soleil, les papillons, je dis ok, c'est bon. Non, en vrai, maintenant, j'ai plus peur des appels, des briefs. Voilà, si un client me dit, moi, je veux faire une refonte, je sais exactement quoi lui dire pour pas me faire avoir comme je me suis fait avoir sur tant de missions par le passé, en fixant des mauvais objectifs et en devenant une exécutante à qui on demande des maquettes et des modifs à l'infini. Enfin, tu connais la chanson, quoi. Mais moi qui voulais faire de la recherche utilisateur, on me laissait pas faire. On n'avait jamais le temps pour ça. Il y avait d'autres priorités. Non, mais en fait, c'est dommage parce que toute cette empathie qu'on a en tant que designer, bah, faut aussi qu'on l'utilise pour comprendre les commanditaires et pas que les utilisateurs finaux. Faut comprendre ceux qui vont payer pour nos services. Parce qu'une boîte, il faut quand même se rappeler qu'une boîte, si elle embauche, c'est pour avoir un retour sur investissement. Tu vois, si toi, par exemple, tu lances une boîte, que tu es tout seul, si tu recrutes une première personne, c'est pour qu'elle fasse gagner de l'argent à ta boîte. Bon, bah, c'est comme ça pour tout, en fait. Si tu recrutes un commercial, c'est pour qu'il te fasse rentrer des clients et que ça fasse gagner de l'argent à ta boîte. Puis ensuite, tu vas recruter, je sais pas, un comptable, et que tu vas recruter je ne sais qui d'autre, enfin, tous ces profils. Enfin, et voilà, et quand on est designer, c'est pareil. Il faut qu'on fasse gagner de l'argent à la boîte. Sinon, bah, on se fait licencier. Et puis, il ne faut pas s'étonner après qu'on se fasse dégager. Moi, je me suis fait dégager parce qu'effectivement, je prenais trop de temps sur les trucs et je ne faisais pas gagner d'argent. Voilà, voilà. Normal. Merci beaucoup, Marie. Je t'arrête là parce que de toute façon, c'est trop riche, et c'est toujours aussi drôle. Je te remercie beaucoup, franchement.
Et très honnêtement, je pensais déjà avoir, avec les 3 intervenants d'avant, suffisamment la matière et je me dis: «J'ai encore, 2 interviews derrière». Aude a annulé, qui devait, je lui dis que ça pose pas de problème parce que j'en ai trop et là, je dirais presque par politesse, je me suis dit: «Bon, bah, allons au bout». Évidemment, j'étais sûr que tu allais m'apporter de la valeur, mais j'en avais déjà assez, j'aurais pu faire mon montage. En fait, je me trompais. Ah ouais. Mais en vrai, j'aimerais bien quand même que tu me dises avant de raccrocher, qu'est-ce qu'ils t'ont qu'est-ce qu'ils t'ont dit les autres par rapport à ce que tu as entendu là aujourd'hui de moi? Enfin, c'est quoi leur Gaïa, vision? elle est déçue de son rôle de designer et elle, sa manière de changer, elle a pas fait comme toi. Sa manière de changer, c'est de devenir, un head of product, avec sa culture de designer, mais parce qu'elle n'aurait jamais eu de crédit avec son âge si elle n'avait pas ça. Donc tu vois, c'est une autre approche. Et Renaud d'Horizon, lui, ce qu'il m'a dit, c'est que lui, il a plutôt travaillé sur la question de il était entouré de gens tellement brillants dans les organisations mano mano et là, chez La Redoute, que, il y avait le syndrome de l'imposteur et il y avait la perception perpétuelle que tout ce qu'il essayait de vendre, ça ne passait jamais. Une refonte, un machin, il y a jamais. Parce qu'en fait, tous les gens autour de lui savaient bien parler, comprenaient tous les chiffres, les avaient sur le bout des doigts et cetera et quand il a compris ça, il a commencé à apprendre les mêmes chiffres que tout le monde, à savoir parler des métriques réelles du produit et d'un seul coup, il pouvait rentrer dans la discussion des grands. En gros, lui, il avait le sentiment qu'en fait, en gros, les designers, c'est les enfants qui font du coloriage et il y a Mmh. les parents qui discutent autour de la table et toi, tu es jamais à la table. Et Ouais, comme Don Norman, si tu veux, quand Rémi l'a rencontré il y a 2 ans, il lui a dit: «Tu veux être à la table des décideurs?» Elle commence à t'intéresser à la finance et qu'à partir de là, Rémi a balancé ça et ça commence à faire bon voilà et même Don Norman continue à faire des interventions sur ce sujet-là. Je pense ouais, qu'il y a vraiment une prise de conscience à nos niveaux à nous, qui ouais. ont l'ancienneté, qui ont pris des coups. Moi, mon enjeu, si tu veux, c'est d'éviter que les nouvelles générations prennent des coups. Parce qu'en fait, Mmh. tout ce qu'on a essuyé comme plâtre, on a tout intérêt en fait à leur faire éviter. Et c'est pas les gens dans les écoles qui leur apprennent ça, ils leur apprendront une fois que nous, on aura fait ce travail-là et que ce Mmh. sera une norme de le dire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, tu as raison, faut qu'on prenne les devants parce que le temps que les formations s'y mettent, ça va prendre trop de temps. Mais tu parles beaucoup de j'aime bien parce que tu parles beaucoup de cette notion du syndrome de l'imposteur et de crédit du designer. Et j'aimerais juste te dire un dernier truc là-dessus, c'est que, bah, évidemment, j'ai ressenti tout ça, hein. Manque de crédibilité et manque de considération, syndrome de l'imposteur et j'ai réglé ça. Alors récemment, je me suis vraiment dit: «Mais en fait, Marie, sur quoi es-tu légitime?» C'est-à-dire sur quoi as-tu eu des accomplissements factuels, prouvés, irréfutables? C'est-à-dire que, personne peut te contrer là-dessus, tu vois? Personne peut dire: «Ah mais non, Marie, elle a pas été très utile là-dessus, non». Tu vois? Des trucs qui font fermer les bouches, comme je dis. Voilà. Un chiffre, quoi. Hem et en fait, bah, j'en ai eu un, donc bah, alors malheureusement, enfin, j'ai essuyé les plâtres et comme j'ai pas fait les choses correctement, j'ai pas eu d'accomplissement factuel où je peux dire: «Bah, voilà, regarde, sur 15 boîtes, j'ai réussi à obtenir tel résultat, machin». Mais j'ai réussi l'année dernière à faire en sorte que le taux de rétention des utilisateurs sur une app, il soit au niveau attendu dès la sortie. Et ben, ça commence par ça, en fait. Voilà un premier accomplissement, voilà un premier accomplissement à mon palmarès, et qui va commencer à parler aux entreprises. Parce que pour l'instant, moi, je m'adresse beaucoup aux designers parce que mes accomplissements, ça a été de trouver ma place dans l'équipe, de me faire écouter. Donc là-dessus, je suis légitime, et c'est pour ça que mon discours, il passe mieux auprès des designers pour l'instant. Mais quand je vais commencer à accumuler mes preuves de résultats pour les boîtes et les équipes produits, quand mon nom sera enfin affiché à côté d'un produit qui a percé sur le marché dès son lancement, là, je vais, je vais monter d'un level. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, mon rêve, pour finir, c'est de devenir investisseur. Tu vois, un peu comme quand je vois dans Qui veut être mon associé. J'aimerais bien être à la fin à ce stade-là, tu vois, et pouvoir investir dans des boîtes et me dire aussi que je peux œuvrer au cœur même du produit grâce à mes compétences en design UX. Si je vois que le produit est foireux, ben, je peux mettre aussi la main à la pâte ou au moins dire attention là, ça, on refait le parcours. Même s'il faut faire un petit atelier, je le ferai avec plaisir, tu vois. Et me dire ben, que je peux investir dans des boîtes dans lesquelles j'ai confiance parce que
je rends le produit de qualité et j'ai des vrais résultats en termes de rétention des utilisateurs, de conversion. Voilà. Génial. Dernière conférence School of Product d'Octo, la thématique c'était l'utilisabilité, ce qui est quand même très étrange pour un truc orienté produit. L'utilisabilité, c'est quand même un tout petit peu un sujet de design, ce qui montre bien qu'on est dans une période de convergence entre nos expertises. Oui, oui, oui. Mais non, mais c'est vrai, parce qu'au fond, les équipes produits, elles veulent atteindre ces KPI. C'est juste que des fois, ben, il y a besoin d'une expertise spécifique, comme de l'UX design, parce que la rétention, c'est quand même pas facile à obtenir. Enfin, bref. Non, mais je trouve que ça me fait penser à, tu sais, dans koh comment ils appellent ça, la réunification. Quand les équipes, elles se remettent tout ensemble, tu sais. Et ben, j'ai l'impression que pour moi, les équipes produits, ça va être ça. Ça va être la réunification de tous autour d'une North Star commune. Arrête de faire des claims, je ne vais plus pouvoir trier en fait. Ah, pardon, donc j'arrête, voilà. C'était la Celle-ci, je suis dernière. obligé de te la voler aussi. Bon, merci beaucoup.